Bien, bonjour à toutes et à tous. La salle s'est un petit peu clairsemée. Donc, nous sommes la dernière table ronde avec les contraintes qui nous sont imposées. Cette dernière table ronde conclut l'ensemble des tables rondes. Elles ont été nombreuses. Combien en a-t-il eu ? 11 en 2 jours. Bravo. Bravo pour ce sujet. Alors nous, on a la lourde tâche de se projeter dans l'avenir. Et comme dit le slogan de Startup for Kids, demain commence aujourd'hui, donc on va commencer aujourd'hui à penser à demain. Et pour ça, j'ai quatre intervenants. Nous avions une intervenante, ne pensez pas qu'on s'en est débarrassé, parce que c'était pas... Mais malheureusement, elle a eu une entorse, donc elle n'a pas pu se déplacer, et elle est remplacée. En tout cas, on lui souhaite un prompt rétablissement. Donc, penser la prospective, c'est penser une société inclusive, et j'ai souhaité aborder ce sujet-là sous 2 angles. Évidemment, penser une société inclusive, c'est penser une éducation inclusive, et c'est aussi penser un travail inclusif. Là, je n'invente pas grand-chose. J'ai repris les propos de Sophie Cluzel qui dit « Une société inclusive s'appuie sur 2 piliers, une éducation inclusive et une entreprise inclusive ». Donc on va aborder ces 2 sujets-là, éventuellement le lien aussi qu'il y a entre éducation et travail inclusif. Et pour aborder ces sujets-là, eh bien, 4 intervenants qui sont dans des univers divers, qui couvrent l'éducation, qui couvrent le monde du travail, qui couvrent le monde de l'accès numérique, et aussi un représentant donc voilà, Laurent est là-bas, d'une start-up, parce que quand même il faut que les start-up soient à l'honneur dans ce sujet-là. Alors, ma première question ira à Alexandre Ployer. Alexandre Ployer, vous êtes maître de conférence à l'ESP, c'est ça ? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est déjà l'ESP ? Je peux d'autant moins vous le dire que ça change de nom très bientôt. Ben voilà, demain commence aujourd'hui. Donc la première prospective, c'est celle-ci. Donc c'est les écoles supérieures du professorat et de l'éducation qui ont pour charge de former les enseignants en cursus initial et en formation continue, et qui s'appelleront demain les Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation. Les Instituts nationaux... On est peu nombreux à avoir compris la subtilité sémantique, mais il y en a sans doute une. Certainement, il vaut mieux l'espérer. Vous êtes un spécialiste de l'inclusion scolaire, parce que je crois que ça a été un de vos thèmes de recherche. Alors, je suis d'abord un enseignant, puis un enseignant spécialisé. Un ancien professeur d'histoire géo. Voilà, j'ai enseigné l'histoire géo en collège très longtemps, puis un jour, je me suis ennuyé et j'ai décidé d'aller travailler avec des enfants en situation de handicap mental. Et j'ai fait un doctorat sur le thème de l'inclusion au collège. Le collège me semble l'endroit où ça coince le plus maintenant. Et depuis, je suis devenu maître de conférence, et mon travail quotidien est de former des enseignants ordinaires à devenir enseignants spécialisés dans le domaine du handicap mental et psychique. Très bien. Donc, vous êtes celui à qui je vais poser la première question de définition, parce qu'on va essayer de donner un petit peu un contexte quand même. Après ce contexte, on parlera de la situation d'aujourd'hui, et puis après la situation d'aujourd'hui, on se projettera dans l'avenir, on parlera de la situation de demain, ce qu'on peut envisager. Voilà, mais d'abord, quelques définitions. Vous êtes le spécialiste. Est-ce que vous pouvez, c'est un exercice de style important, très brièvement nous donner une définition de l'inclusion scolaire ? Non. Merci. Donc, non, c'est le mot brièvement qui est compliqué. Et l'inclusion scolaire est plus compliquée encore, mais donc je vais faire simple. Je pense que la ministre a dit quelque chose à quoi je souscris hier en disant que c'était l'un des 2 piliers. Donc c'est effectivement le premier pas de transformation d'une société qui se définissait autrement en société qui se définit maintenant comme inclusive. Et pour la faire simple, c'est l'idée qu'aujourd'hui dans l'école, tous les enfants y ont naturellement leur place. On parlera donc de scolarisation de tous les enfants, et qu'à ce titre, c'est quand même une révolution, puisqu'on vient rompre de manière très récente, c'est 2013, avec une tradition française d'une école méritocratique qui dégageait une élite. Et là, tout d'un coup, il faut travailler à faire en sorte que l'école donne à chacun un droit égal à l'accès au savoir. Donc c'est en ça que la révolution commence.
Est-ce que ça veut dire que cette notion d'inclusion scolaire est apparue en 2013 ? En France, elle est dans la loi inscrite par le projet Payon de 2013, qui utilise le syntagme école inclusive pour la première fois, mais auparavant, on parlait d'intégration scolaire, ce qui n'est pas la même chose. Bon, là, ça nous engagerait sur des débats très très longs. L'utilisation du mot inclusion ne signifie pas qu'on y soit. Bon, je pense qu'on abordera ce thème après, mais en tout cas, ça laisse entendre une ambition du ministère pour changer l'école, et en tout cas pour ouvrir l'école à des enfants qui autrefois n'y avaient pas leur place, oui. Merci beaucoup, voilà pour la définition et merci pour l'exercice de style de l'inclusion scolaire. Pascal, toi tu représentes ici une grande entreprise, Nokia. Tu es directeur du programme d'innovation, alors je lis parce que c'est tellement technique, du système radio. Alors, le système radio 5G, ça on en a entendu parler, hein, avec un certain chinois, j'ai plus le nom là qui me vient naturellement, qu'on ne connaît pas. Et tu es en même temps en charge de la mission handicap. Ce qui est plutôt original pour une entreprise, c'est-à-dire que d'abord ton métier, c'est un métier d'ingénieur, direction des programmes, et au sein de Nokia, bonjour Florence, et au sein de Nokia, d'ailleurs comme Florence aussi, tu as cette activité en plus, c'est pas une activité dédiée. Voilà. Et je vais rebondir sur ce point-là, justement, sur l'inclusion. Qu'est-ce que l'inclusion dans l'entreprise ? Eh bien, l'inclusion dans l'entreprise, c'est donner les chances de pouvoir s'insérer dans le milieu professionnel. Car on sait très bien que pour être inséré dans une société, il faut s'insérer professionnellement également. Donc, au sein de Nokia, on a une particularité, justement, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet, c'est que l'ensemble des membres de la mission handicap sont des opérationnels. Ce sont des gens qui sont aux ressources humaines, mais ce sont aussi des gens qui sont aux achats, des personnes qui sont en recherche et développement, des personnes qui sont en production. Donc ça, c'est une part importante de l'inclusion, c'est justement de le faire à tous les niveaux, dans tous les métiers. On a des métiers extrêmement différents. Chez nous, on a de la production, de la R&D et des services. Et le but pour Nokia, c'est justement de pouvoir insérer tout le monde, quel que soit le handicap, dans l'entreprise. Donc ça implique à la fois de la sensibilisation, bien entendu, du recrutement, du maintien dans l'emploi, et puis également l'appel à des entreprises qui sont ce qu'on appelle des entreprises adaptées, à laquelles on fait appel parce qu'elles font des tâches que nous, on ne réalise pas en interne, mais on fait travailler des entreprises qui ont des personnes handicapées également dans leurs effectifs. Bon, alors voilà, 3 mots différents, insertion, intégration, inclusion. Si on a le temps, on essaiera d'y revenir, mais tout ça, c'est dans le même espace sémantique qui intervient. Juste petite précision, Pascal, pourquoi les missions handicap existent dans les entreprises ? Alors, il y a eu un grand moment en 2005 où il y a eu une loi qui a donc demandé aux entreprises, a donné une obligation aux entreprises d'avoir 6% de leurs effectifs qui soient en situation de handicap. Donc ça a été un des moteurs, parce que souvent, pour faire avancer les choses, il faut qu'il y ait des obligations. Et donc, par exemple, Alcatel-Lucent, maintenant qui est devenu Nokia, s'est engagé dès 2006 à avoir une mission handicap et donc d'accueillir des personnels en situation de handicap. On a démarré avec très peu de personnes et aujourd'hui, on est à 4,5% des personnes en situation de handicap dans l'entreprise. Ce qui n'est pas encore suffisant, ce n'est pas encore les 6%, mais il y a un travail qui a été fait depuis 2006 et cette obligation a, je dirais, influencé les entreprises à le faire. Mais toutes les entreprises ne le font pas. Il y a des entreprises qui préfèrent payer une amende, une contribution à la GFIP. Oui, je crois que ça s'appelle une contribution volontaire, hein, voilà, ce n'est pas une amende. Hein, oui, une contribution. Si vous voulez respecter le langage. Voilà. C'est-à-dire qu'elles sont conscientes qu'elles vont payer une contribution, donc elles sont conscientes et volontaires. Merci beaucoup. Laurent Pipitone. Donc vous avez un peu un pied dans les deux. D'abord, vous êtes l'adjoint de Sarah Chéreau qui a fondé cette start-up qui s'appelle Auticiel. Donc, vous êtes un start-upper, on dit comme ça ? Oui, on peut dire comme ça. Ouais. Je posais la question à Sarah, je lui disais, mais quand est-ce qu'une start-up n'est plus une start-up ? Et en gros, elle m'a répondu, quand on ne s'amuse plus.
Oui, alors c'est la réponse effectivement publique du sujet. Il y a des définitions officielles pour ça quand même. Ah bon? Oui. Bon, très bien, vous nous la donnerez. Donc, d'abord, vous êtes un employeur. Alors justement, c'est intéressant aussi d'avoir la vision d'une start-up sur cette obligation d'emploi, sur comment y répondre. Aujourd'hui, comment vous y répondez chez Auticiel? Alors d'abord, Auticiel, c'est un effectif de combien de personnes? Alors aujourd'hui, on est une petite quinzaine de personnes effectivement. Donc on a Donc pas soumise à l'obligation d'emploi, puisque c'est à partir de 20. Oui, effectivement. Alors bon, on n'est pas soumis, mais on est quand même dans une thématique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est start-up, mais on n'est pas que start-up quand même. Hein. Déjà, Auticiel, on est ce qu'on appelle une ESUS. Hein, donc, c'est une entreprise solidaire d'utilité sociale. On a également été lauréat du concours de la Fondation La France s'engage sous le patronat de François Hollande. Donc, on est vraiment inscrit dans ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire qu'on est technologique, oui, mais pas que. Et donc, c'est des choses qui nous tiennent évidemment beaucoup à cœur. Donc, on a aujourd'hui 2 de nos personnels qui sont en situation de handicap. Pour des raisons évidemment de vie privée, je ne détaille pas les sujets. Mais... Ce n'est pas la peine. Mais voilà. Et alors après, effectivement, c'est pas du tout inscrit nous dans la thématique de est-ce qu'il fallait le faire ou pas. C'était vraiment on le voulait et puis voilà ce sujet-là. Et puis c'est d'abord des compétences que vous avez recrutées, comme on dit. Tout à fait. On a recruté des compétences et d'ailleurs c'est très juste parce qu'on ne savait pas toujours qu'il s'agissait de personnes handicapées. On l'a su parfois après. Donc voilà. Là vous rejoignez tout à fait les entreprises comme Nokia. Tout à fait. Donc ça c'est le premier pied. Mais de par le produit Auticiel que vous avez développé, vous avez aussi un pied dans le parcours éducatif. Absolument éducatif et aussi beaucoup de travail. Alors ce qui se passe, c'est qu'à Auticiel, en fait, on a développé le programme Amikeo, qui est, si vous voulez, une suite d'applications qui vise à l'autonomie des personnes et l'inclusion sociale donc de personnes handicapées, notamment donc avec autisme ou déficience intellectuelle. Par exemple, on va permettre du coup d'accéder à de la communication du quotidien, des repères dans l'espace et dans le temps, de réaliser des tâches grâce à l'outil numérique, de réaliser des tâches dans une situation de travail, par exemple. Donc, effectivement, nous, on s'est toujours battu pour que nos produits aient un impact dans l'inclusion, et c'est sur ça qu'on est beaucoup plus concentré en réalité que les personnels qui font partie d'Auticiel. Très bien, merci beaucoup. Nous y voilà, Claudio Simelli, on parle de numérique. Donc vous êtes directeur de projet au sein de la direction du numérique pour l'éducation. Et alors, j'ai mes antisèches là. Bien sûr. Quand je lis, alors le décret, etc., prévoit que la DNE assure une fonction de veille, oui, de prospective et de communication dans le domaine du numérique éducatif et de l'innovation. C'est ça. Je lis, et je ne trouve pas le mot inclusion. Oui, c'est possible. Voilà, mais ça fait partie complètement de l'ADN de la direction du numérique pour l'éducation. Sur la petite liste, vous avez oublié tout ce qui concerne la recherche et développement. Ah oui, j'ai oublié beaucoup de choses. Et la recherche et développement appliqué. Et donc, notre mission à nous, c'est d'assurer cette veille, cette dimension prospectiviste un petit peu, sans être trop rêveur, et d'appuyer tout ça sur de la recherche et développement, notamment en relation avec plusieurs laboratoires universitaires vers qui nous nous tournons quand on a besoin d'expertise et quand on a besoin de faire ce travail de prospective. À titre d'exemple, je ne sais pas si c'est un grand exploit, mais il y a environ 5 ans, on a commencé à détecter les premiers signaux faibles de l'arrivée massive de l'intelligence artificielle, notamment au travers de plusieurs rapports, comme le rapport Horizon, de la Commission européenne, pardon. Et on a commencé à travailler avec la communauté des chercheurs pour voir en fait comment cette intelligence artificielle pouvait être adaptée dans la mesure du possible à toutes nos problématiques qui vont, on va dire, de l'adaptative learning en fait aux problématiques liées à l'inclusion. Merci beaucoup. Et alors, face à une solution comme celle de Auticiel, ça fait partie de votre champ de veille, d'aide au projet Alors, nous, on procède en fait par des aides aux projets qui sont des appels à projets incubateurs. Okay, et on fournit un certain nombre de thèmes qui sont des thèmes complètement transversaux. Et ce sont les académies qui répondent, en fait, avec des équipes projets qui sont des équipes, on va dire, complètement transversales et qui doivent, si possible, avoir à l'intérieur une partie qui est une partie recherche, une partie qui est une partie établissement et support établissement, parce que c'est des travaux qui sont complètement ancrés dans le terrain.
et d'autre part, en fait, des entreprises qui peuvent être des entreprises support. Mais il faut que ça rencontre en fait une thématique qui intéresse les chercheurs parce qu'on ne les utilise pas uniquement comme étant des personnels qui vont participer à l'évaluation d'un projet. On demande à ce que ce soit des projets qui soient complètement impliqués dans l'activité de recherche. Merci beaucoup. Bon, voilà, on vient de planter le décor. Alors, ce que j'aimerais maintenant, dans cette seconde séquence, c'est qu'on fasse un peu un bilan. Où en sommes-nous aujourd'hui? Alors, Alexandre Ploé, je reviens vers vous, parce que, quand même, quand on regarde depuis 2005, on s'aperçoit qu'il y a un gros progrès. Il y a de plus en plus d'enfants en situation de handicap dans le primaire. On est passé de 105 000 à 140 000 aujourd'hui. Ils sont plus nombreux aussi dans le secondaire. Donc, tout va pour le mieux. Oui, si on s'en tient au bilan purement quantitatif, vos chiffres sont les bons. Le bon est encore plus fort dans le niveau secondaire, donc collège-lycée, où depuis 2006, les chiffres ont plus que triplé d'élèves qui fréquentent les collèges et lycées ordinaires. Donc de ce point de vue-là, les choses avancent très fortement. Ensuite, il faudrait avoir le temps de différencier selon les types de handicap. Les handicaps moteurs ou sensoriels trouvent en phase 2 des adaptations plus facilement pensables par les établissements et par les personnels, donc l'adaptation est réussie plus couramment. Mais quand on regarde du côté du handicap mental essentiellement, ce qui est mon objet de recherche, les difficultés sont bien plus grandes. Ça, c'est une première partie de la réponse. Ensuite, on peut aussi souligner que les progrès restent pyramidaux. Et ça, c'est moins significatif de ce que serait une inclusion réussie que l'intégration. Je m'explique. Dans l'intégration, les élèves viennent à l'école autant qu'ils en sont capables. Autant qu'ils sont capables de s'adapter au milieu scolaire qui veut bien les accueillir. Ça sous-entend qu'à la maternelle, ils sont très nombreux, qu'à l'école élémentaire, ils le sont encore, mais un peu moins, qu'au collège, ils le sont encore moins, qu'au lycée, ils deviennent rares, et à l'université, quasi inexistants. On pourrait compter les doctorants, par exemple, en situation de handicap sur les doigts d'une main, presque. J'exagère. Ils sont 150, je crois, à peu près en France. Donc ça, c'est typique d'une situation intégrative. L'inclusion signifierait que le système a été capable de donner sa chance à tous les types de handicap et à tous les niveaux. Donc de ce point de vue-là, très clairement, quantitativement, des choses ont évolué. Qualitativement, on n'y est pas tout à fait encore. D'ailleurs, ça n'a pas échappé au ministre qui fait le distinguo que j'ai fait. Il l'a dit en ces termes à la rentrée, il me semble, en disant que maintenant, le nouvel horizon, si on veut faire un peu de prospective, il n'est plus dans le quantitatif, il est dans le qualitatif. Et ça va passer par des efforts de formation très intenses. J'entends beaucoup parler de solutions logicielles ou de choses que j'ignore, enfin qui ne sont pas ma partie. En revanche, ce qui est ma partie, c'est l'acculturation des enseignants à deux choses. Un, à ce qu'est l'inclusion et aux réquisites qui sont ceux de l'inclusion. Et en plus, une acculturation d'ordre technique, voire technicienne, à ces nouveaux outils qui sont facilitateurs et qu'on n'a pas le temps ni les moyens et parfois pas les qualifications de leur transmettre en formation initiale. Donc là, il y a un enjeu majeur de développement pour l'école. Donc si j'ai bien compris, les choses avancent, mais il y a encore des obstacles, et entre autres des obstacles très discriminants liés au type de handicap. Absolument, il y a des écarts de qualité dans l'inclusion selon les types de handicap, et il est clair qu'on a mis la focale sur certains types de handicap qui sont plus facilement appréhendables parce qu'ils sont visibles. On connaît toutes ces campagnes de sensibilisation autour du handicap invisible, et pour autant, ça ne fait pas des enseignants capables d'adapter leurs cours à ce type de handicap-là de manière très aisée. Donc là, il y a quand même une marge de progression. Si on veut être pessimiste, on va dire qu'il y a de gros obstacles. Si on veut être optimiste, on peut dire que l'école a là une marge de progrès qui est significative. Oui. Merci beaucoup pour ce regard sur l'école. Pascal, même question en deux temps. Quels sont les progrès aujourd'hui d'intégration ou d'inclusion ou d'insertion des travailleurs handicapés? Et y a-t-il, s'il y a des progrès, y a-t-il encore des obstacles qui sont présents? Alors, il y a des progrès, on le voit bien depuis 2006, de plus en plus d'entreprises ont des accords, ont des engagements pour le handicap, donc d'insérer les personnes en situation de handicap. C'est vrai, certains handicaps plus facilement que d'autres sont intégrés, et c'est vrai que les handicaps invisibles sont encore assez difficiles parce que non visibles, justement. Donc il y a quand même une sensibilisation qui se fait petit à petit dans l'entreprise du besoin d'insertion. La grosse difficulté, et je rejoins ce qui a été dit juste avant, c'est
les personnes qui sont diplômées ou tout au moins qui ont un certain niveau d'études, qui vont pouvoir intégrer les entreprises. Et là, aujourd'hui, on est très loin du résultat. Enfin, nous, Nokia, on est dans la haute technologie, donc on a besoin de profils après le baccalauréat. Et on voit bien que c'est très, 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 très compliqué de pouvoir recruter. Alors, on a deux difficultés. La première difficulté, c'est déjà du vivier qui est disponible sur le marché, donc qui peut être atteignable par les entreprises. Ça, c'est une première chose, et ça, c'est sur les compétences. Et également, l'abord que l'on peut avoir. Quand on a, malheureusement, c'est vrai, encore dans beaucoup d'entreprises, et même chez nous, il y a encore des freins sur ce sujet. Quand on a deux candidats, l'un qui est handicapé, qui a toutes les compétences, un autre qui n'est pas handicapé, mais qui a peut-être un peu moins de compétences, parfois le choix n'est pas celui qu'on pourrait espérer. Parce que aujourd'hui, si on est dans une société inclusive, c'est les compétences. Après, l'accompagnement, c'est du devoir de l'entreprise de pouvoir l'apporter pour que la personne puisse travailler comme une autre au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est un des gros freins aujourd'hui que l'on a. C'est le vivier qui, pour des profils au-delà du baccalauréat, qui sont vraiment très peu nombreux, et encore une sensibilisation au sein de l'entreprise pour savoir, et ce n'est pas une mauvaise volonté des managers, mais parfois aussi, comment fait-on pour accueillir une personne en situation de handicap. Et il y a des handicaps qui sont encore plus difficiles que d'autres à intégrer. Donc notre but aussi dans l'entreprise, c'est de continuer à sensibiliser toutes les populations, mais en particulier les recruteurs et les managers, pour savoir quand on a une personne qui est déjà intégrée dans les équipes, comment la suivre, comment dirais-je, l'intégrer, l'inclure dans les équipes, mais également, dans le cas où on a un recrutement, de prendre en compte dès le départ ce paramètre-là, qui ne doit pas être un paramètre bloquant si les compétences sont présentes. En fin de compte, c'est la même situation qu'à l'école, c'est-à-dire c'est comment le professeur va intégrer un élève en situation de handicap ou à besoin éducatif spécifique, comment un manager va intégrer un collaborateur à besoin professionnel spécifique. On est parfaitement en fonction miroir. Laurent, alors, vous ne nous l'avez pas dit, mais alors, Auticiel a été créé en quelle année ? Alors, Auticiel a été créé en 2015, mais bon, l'idée date même de 2011 en fait. Il a fallu 4 ans de gestation de cette idée par Sarah Chederio, donc qui est la fondatrice. Et c'était au tout début de l'avènement en fait de l'iPad en France, où il y a eu la réalisation que l'outil numérique est vraiment un outil sur lequel on peut capter de l'attention, donc produire plus de concentration, et en particulier dans les profils qui nous intéressent le plus, c'est donc les profils avec autisme, etc. Voilà. Donc des personnes avec des troubles du spectre autistique. Oui, voilà. Donc ce qui était de toute nature. Je parle du spectre, parce que le spectre autistique, c'est un spectre. Oui. Alors, c'est vrai que nous, on est très concentrés sur ce qu'on peut appeler un peu, presque vulgairement, les handicaps sévères à moyennement sévères. Donc c'est aujourd'hui des personnes qu'on va plutôt retrouver encore, hélas, hors de l'école et hors du travail. Bon, on travaille beaucoup avec les établissements médico-sociaux notamment. Et donc, une grande partie de notre job, en fait, c'est de nous rendre compte comment on ramène de l'autonomie dans ces profils-là, pour pouvoir petit à petit aider les établissements dans leur mission aussi de sortir ces personnes-là des murs. Et on peut avoir un exemple très clé sur la communication. On travaille avec des personnes très largement dyscommunicantes de manière générale. 80% de nos publics sont dyscommunicants lourds. Et là, on s'aperçoit d'une chose, c'est que jusqu'à présent, les méthodologies mises en place pour remédier à ça, c'est beaucoup des méthodologies à base de signes notamment, ou des choses qui sont finalement encore un peu enfermantes parce que la population générale, elle, ne maîtrise pas forcément ces langages-là. Et l'outil numérique, pour montrer à quoi ça peut servir, l'outil numérique, par exemple, on va utiliser la voix de synthèse, la synthèse vocale de la tablette, et la personne avec handicap en maîtrisant la même capacité à faire des signes en pointant des images. En fait, c'est la tablette qui va faire la phrase un peu à sa place, si vous voulez le dire simplement. Et du coup, ça permet d'être compris de tout un chacun. Et donc, par une forme d'autonomie grâce à l'outil numérique, on peut créer une situation plus propice à l'inclusion. Un exemple. Alors, aujourd'hui, 2019, quels sont les progrès que vous avez constatés dans les impacts de l'utilisation de cette solution ?
Alors déjà, si on reprend un tout petit peu, il faut savoir quand même que donc nous on est dans le segment de ce qu'on appelle les aides techniques. On en parlait tout à l'heure. J'entendais les MDPH ont des aides spécifiques pour financer ces outils-là, bien que on peut aussi un petit peu critiquer la façon très fragmentée dont ça se passe, et il y avait des critiques là-dessus tout à l'heure. Néanmoins, on est en plein dans les recommandations de l'OMS, en fait. C'est l'OMS qui pousse maintenant tous les États à venir finalement équiper la population avec handicap d'aides techniques pour réaliser cette inclusion. Donc on est exactement dans cette cible-là. Du coup, j'ai perdu le fil de votre question, pardon. Quel progrès avez-vous constaté justement dans l'utilisation, l'exploitation, tant pour les bénéficiaires que pour l'écosystème, on en reparlera tout à l'heure, l'écosystème du bénéficiaire? Alors, nous déjà, on a plein d'études scientifiques. Tout ce qu'on fait est entièrement backupé par des études scientifiques. Aujourd'hui, sur 87% des profils qui sont des utilisateurs, on va avoir des progrès substantiels dans les dimensions essentielles de l'autonomie. Donc, communication, repérage dans le temps, dans l'espace, apprentissage, des codes de société, ce genre de choses. Donc ça, c'est si on parle strictement de notre solution. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, nous, c'est de comprendre comment finalement la société aide on va dire à la bonne intégration de ces technologies-là dans une sphère plus grande qui est une sphère humaine au contact de ces personnes. Et donc là, c'est là où je pense qu'il reste beaucoup de progrès. Typiquement, on s'aperçoit que l'intégration de ces technologies, d'une part, en termes de financement, on est extrêmement fragmenté. Donc c'est très difficile pour les familles d'obtenir des aides à ces solutions-là, à la fois techniques, mais aussi leur accompagnement. Donc ça, c'est un des premiers freins qu'il faut absolument résoudre. Et c'est une des recommandations de l'OMS également. Très bien, merci beaucoup. Il est 16h42, je vais éviter de faire comme les prédécesseurs, je vais respecter l'horaire. Sautons tout de suite le pas dans les prospectives. Monsieur Siméli, donc j'ai regardé la direction de l'éducation numérique a été créée en 2014, c'est ça? C'est ça. 2014. Donc deux questions. Depuis, quels constats d'évolution ont-ils été faits dans l'apport de ces solutions? Et deuxièmement, puisqu'on a déjà un pied dans les prospectives, quel est l'avenir? Oula, alors l'avenir, c'est compliqué. On ne lit pas dans une boule de cristal. Simplement, je vais essayer de vous répondre. Dans une boule d'intelligence artificielle, peut-être? Peut-être. Alors, peut-être. Mais d'ores et déjà, en fait, on fait le constat qu'il y a de plus en plus d'équipements, d'ailleurs comme certains les ont sur les genoux, on peut dire voir d'autres équipements plus plats qui intègrent complètement la classe, et que l'ensemble de ces équipements bénéficient déjà d'apports qui sont liés aujourd'hui à l'intelligence artificielle. Alors, tout à l'heure, on parlait de reconnaissance vocale. Évidemment, la reconnaissance vocale, c'est une des premières avancées de l'intelligence artificielle, comme la reconnaissance de forme. Et aujourd'hui, même si on ne s'en rend pas toujours complètement compte, mais on est complètement dans une situation où ces outils intègrent la classe. Le fait que ces outils intègrent la classe ne veut pas forcément dire que ce sont des outils fortement utilisés en classe. Je regarde Patrice, parce qu'effectivement, une de nos problématiques, voilà, tout le monde a été informé de ce qui s'est passé il y a environ 4 ans. Il y a eu un plan massif pour le déploiement du numérique à l'école qui associe à la fois des équipements et des ressources. Mais aujourd'hui, en fait, au-delà de l'utilisation des outils, comme c'était évoqué, c'est plus une acculturation des enseignants à l'enseignement avec les outils numériques. Et quand je dis acculturation, c'est aussi une transformation un petit peu, ou une évolution de la capacité d'animation de la classe et d'animation pédagogique. Et donc, on a vu surgir un certain nombre d'éléments, comme la pédagogie inversée, ou comme la façon de faire davantage travailler les élèves sur des îlots avec des problématiques particulières et une aide à la différenciation pédagogique. Dans le cadre de l'inclusion, on est exactement dans cette problématique-là. C'est-à-dire, on est sur la problématique liée aujourd'hui à tout ce qui est différenciation pédagogique, adaptation à l'aide d'outils numériques. Alors maintenant, si on veut se projeter et essayer de regarder ce qui est en train d'arriver, on peut se projeter au travers du phénomène intelligence artificielle pour dire que très certainement, c'est un outil, parce que l'intelligence artificielle, c'est un outil, qui pourra
mieux adapter les parcours des élèves, notamment au sens aujourd'hui de l'intégration, par exemple, sur le travail sur le rythme, sur les besoins particuliers des élèves. Hein. On parlait d'élèves qui étaient des élèves 10. Les élèves 10, par exemple, ont des difficultés de lecture parce qu'ils engagent beaucoup d'énergie dans la lecture. On peut considérer qu'à l'aide d'outils qui sont dotés d'intelligence artificielle, à partir du moment où on est capable de différencier une discipline, un contenu et l'utilisateur en fait avec la problématique qu'il rencontre, on pourra directement passer, quand on est en activité mathématique, à une lecture automatique de la problématique pour éviter que l'élève ne gaspille de l'énergie à lire en fait le problème, à essayer de l'interpréter, pour garder son énergie et se concentrer sur en fait la problématique qui lui est posée, hein, et également en fait avec le soutien d'images. On pourrait en fait, ou on peut parfaitement imaginer, parce qu'aujourd'hui les outils courants en ligne sont des outils qui, quand vous faites une présentation au tableau, hein, je ne veux pas faire de publicité pour on va dire certains grands GAFA, mais a priori en fait quand non, j'ai dit pour certains grands, peut-être certains n'en font pas partie directement. Mais globalement, quand vous faites une présentation voilà, avec un outil de présentation, vous avez en fait la transcription du phasé, donc une très bonne sémantisation des propos, et une transcription du phrasé en fait, qui se fait quasiment aujourd'hui en automatique. Donc par ailleurs, j'ai vu des prototypes qui en fait travaillaient sur le langage des signes et qui faisaient la transcription directement, quasiment en langage des signes. Donc on voit bien que là, les questions avancent et qu'il y a une double question qui est liée, alors certes à la formation des enseignants, mais pas qu'aux outils techniques. Il y a une véritable question aujourd'hui, et ça a été évoqué, sur l'accompagnement, sur la formation des enseignants à intégrer l'ensemble de ces outils numériques dans l'ensemble des problématiques d'apprentissage. Mais il y a aussi, alors parce que ça c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est la continuité, la question de la continuité sociale. Et en fait, on a suivi pas mal d'expérimentations d'élèves qui étaient empêchés pendant des temps relativement limités, qui pouvaient être placés en hôpital ou chez eux, qui étaient des fois dans des situations physiques où finalement la présence ou le regard à des moments de traitement particuliers n'était pas forcément souhaitable, mais qui, grâce à des robots, des environnements de téléprésence, permettaient à certains moments, sur des moments où la fatigue était moindre, de continuer à garder le contact social. Donc, le fameux projet La Mallette des parents hein, également, mais on a conduit notamment avec l'Académie de Lyon un certain nombre d'expérimentations qui, j'espère, dans un avenir relativement proche, permettront de déployer en fait un certain nombre d'équipements dans quelques académies expérimentatrices et qui permettront justement de continuer à garder ce lien social entre un élève qui est empêché momentanément d'aller en classe et en fait la classe où il pourrait être représenté. Par ailleurs, il y a une adaptation de nos différents outils, espace numérique de travail, etc. Quand il y a des élèves aujourd'hui qui sont hospitalisés, on a toujours des difficultés à arriver à ce qu'il y ait une ouverture, une interopérabilité qui permette en fait plus de dialogue entre les enseignants de l'établissement d'accueil, de façon en fait à mieux assurer la continuité, et l'établissement d'où vient l'élève, parce qu'en fait, il va sortir de cette phase d'hospitalisation, il faut bien qu'il soit mieux intégré. Et entre-temps, en fait, il suit sa scolarité dans un établissement qui est doté en fait de capacités formatives. Et donc là-dedans, par contre, on a tout un travail à faire d'anticipation, d'évolution en fait des normes et des standards qui permettent l'interopérabilité et l'accès à des personnes extérieures à ces espaces numériques de travail pour y collaborer. Vous voyez, donc ça, c'est un petit peu un ensemble, le périmètre des actions à venir pour nous et qui nous semble très important. Alors, une question qui me taraude là quand je vous écoute, c'est est-ce que tout passera uniquement par le numérique, par la technologie, et qu'à partir de là, c'est le seul axe de répondre aux besoins spécifiques des enfants? Ou est-ce que derrière, il y a quand même l'homme et avec moi ce que j'appelle les 4 A,
les questions d'adaptation, d'acceptation, d'acculturation et d'accessibilité. Alors, quid par rapport à ces 4A dans l'entreprise et dans le système scolaire? Qui veut répondre le premier? Non, allez-y. En reprenant vos propos, il y a quelque chose qui me semble important. Là, vous venez de citer tout un tas d'aides techniques dont l'intelligence nous frappe immédiatement. Et on voit en quoi ça rend accessibles les choses. Mais à titre d'exemple, je peux vous donner lumière de ce qui peut se passer dans une classe, et sans vouloir dire du mal des enseignants, de certaines formes de résistance sur lesquelles, là, il va falloir travailler. L'idée que les enfants dyslexiques ou dyspraxiques perdent leur temps et consomment de l'énergie cognitive à prendre des notes, c'est quelque chose que tous les enseignants comprennent. Mais quand la MDPH va notifier une aide de type informatique, on a des enseignants qui vont pouvoir dire « Ah non, tu ne viens pas avec ton ordinateur en classe. Tu auras ton ordinateur quand ils auront tous un ordinateur. » C'est-à-dire que là, on va entendre des confusions entre une équité, c'est-à-dire on accessibilise et on redonne de la chance, c'est de l'équité, avec une sorte d'ancrage sur une fausse égalité républicaine à laquelle tiennent certains enseignants et qui leur sert un petit peu de viatique pour refuser l'inclusion. À laquelle tiennent aussi certains parents. Bien entendu. C'est pas tout à fait idiot, cependant, cette réflexion des enseignants, parce que ça vient pointer le doigt sur une difficulté majeure, à savoir que quand on donne une aide spécifique à un enfant en situation de handicap, c'est aussi facteur de stigmatisation. Et que donc, l'aide est moins à penser en tant que donnée individuellement que donnée à un milieu, un environnement dans lequel elle pourra servir à tout un tas d'élèves à certains moments. On peut imaginer que ces solutions logicielles, numériques, les iPads, etc., sont données à l'ensemble d'une classe et diffractés dans la classe, les élèves vont s'en servir de manière différenciée. Et alors, les effets de stigmatisation seront moins grands, et alors les enseignants seront davantage capables de penser ces outils-là comme des outils pour la classe et non pas pour un élève handicapé qui vient pointer du doigt quelque chose de compliqué pour eux. D'ailleurs, on le voit bien dans l'enseignement supérieur, l'étudiant ou l'étudiante qui n'a pas son ordinateur est complètement stigmatisé par rapport à tous les autres qui en ont. Ah, oui, absolument, c'est devenu une norme. À l'école, ça ne l'est pas encore. Donc, quand la norme sera que nous disposions tous d'outils dans les classes, l'élève handicapé qui les utilise ne sera pas stigmatisé. Donc, il y a là quand même quelque chose à développer de manière très très forte. Mais ça sous-entend quand même que les enseignants doivent travailler d'un point de vue éthique. Là, on a beaucoup parlé de matériel, vous parlez d'humain. Il y a une dimension éthique dans l'inclusion. C'est-à-dire qu'il va falloir considérer le droit d'autrui qui ne me ressemble pas comme mon droit. C'est le même. Mais ça demande quand même des révolutions coperniciennes qui sont entamées. Soyons pas trop pessimistes. Les enseignants, Dieu merci, y travaillent fortement, mais il y a là encore à fortement les faire bosser, et c'est notamment le travail de la formation, mais pas que, c'est aussi un travail individuel. Et j'insiste, puisque c'est le propre de l'inclusion de travailler l'environnement, c'est engager les enseignants dans cette démarche-là, et aussi toutes les parties prenantes, les parents. Nous qui accompagnons des jeunes du collège jusqu'à l'enseignement supérieur, on a eu parfois des retours de certains parents d'enfants qui disposaient d'aides techniques, qui ont entendu d'autres parents justement se plaindre. Et d'ailleurs, il y avait un très joli téléfilm qui est passé il y a déjà quelques années sur une jeune fille qui passait son bac, et c'était justement qu'il y avait des adaptations pour passer son bac. Et en gros, elle trichait, quoi. C'était assez particulier. Alors, dans l'entreprise, ces 4A, adaptation, acceptation, acculturation, accessibilité. Il y a cet aspect humain qui est très important. On parle d'accessibilité numérique, je vais en parler après, parce que c'est aussi un vecteur qui est je dirais, favorable pour cette insertion. Mais clairement, le handicap, l'insertion, elle doit se faire dans les mentalités. Or, aujourd'hui, on le voit bien dans tous les milieux sociaux, dans la société, dans l'entreprise, à l'école, qu'on n'est pas arrivé à ce niveau de maturité de l'acceptation. Donc ça passe par différents sensibilisations. Ça passe aussi, je dirais, et ça c'est l'accessibilité numérique est un très bon exemple, de démontrer qu'un support qui est accessible, il n'est pas seulement accessible pour les personnes en situation de handicap, mais il est aussi accessible pour les personnes qui sont valides. Il y a des très bons exemples, et je ne citerai pas, il y a une école qui a mis ça en place de façon vraiment très, très importante. Et il a été démontré que des supports de cours qui ont été donc construits pour être accessibles
ont à la fois donc permettent à tout type de handicap d'être accessible, ça c'est une première chose, mais également ont des impacts très favorables pour des personnes valides sur la compréhension, compréhension, l'enseignement qui a été réalisé. Donc, ça passe aussi par finalement banaliser entre guillemets ces outils qui vont permettre à la fois des personnes en situation de handicap d'avoir accès à l'information, mais également à des personnes valides de pouvoir, comment dirais-je, avoir des performances bien meilleures. Je vais vous donner un exemple très concret dans l'entreprise, parce qu'on a déployé l'accessibilité numérique depuis l'année dernière au sein de l'entreprise. C'est quelque chose qu'on a, je dirais, cultivé depuis de nombreuses années avec des universitaires notamment et des partenariats avec des entreprises dans ce secteur-là, pour sensibiliser et montrer que dans de tous les supports que l'on a à produire dans l'entreprise, ça a son sens si elles sont effectivement conçues dès le départ. Quelqu'un qui est daltonien, qui assiste à un comité de direction où on va montrer un certain nombre de courbes, de camemberts, qui vont être avec plein de couleurs. Alors déjà, des personnes valides ont beaucoup de mal à voir, ça c'est déjà un fait, mais des personnes qui sont daltoniennes vont avoir vraiment une perception très... Il y a un des points, mais c'est vraiment une anecdote, dans l'accessibilité numérique, faisons un camembert, des courbes, avec des repérages qui vont être des nuances perceptibles par tout le monde, à la fois pour des valides, mais également pour des personnes qui vont être daltoniennes. Eh bien, on a... Pour cet exemple-là, parce qu'on a commencé à sensibiliser dans l'entreprise sur ce sujet, eh bien, on a 2 groupes de travail dans 2 entités différentes qui aujourd'hui commencent à adapter leurs supports qui sont montrés tous les mois avec l'accessibilité. Alors, c'est un travail de longue haleine parce que rendre un document accessible, c'est pas, faut le construire, il faut connaître un certain nombre de règles, etc. Mais déjà l'approche, on voit une sensibilisation, une adhésion, des choses très simples. On fait une présentation, on va prendre des listes de caractères qui vont être suffisamment grandes pour qu'un dyslexique, par exemple, va pouvoir ne pas confondre 2 lettres, va être suffisamment espacé, mais c'est aussi de la clarté dans une présentation pour monsieur tout le monde, madame tout le monde. Donc c'est aussi dans ce volet-là, je dirais qu'on peut aussi faire accepter en montrant que finalement, dans la société, des supports qui ne sont pas faits pour des handicapés. Ils sont faits pour tout le monde, mais en plus, ils ont l'avantage d'être accessibles pour tout le monde. Donc ça, c'est quand même un axe aujourd'hui qui est important et qui permet aussi d'enlever cette barrière, parce que c'est malheureusement ce que l'on constate encore, dire vous êtes handicapé, nous, on est valide. Non, on est tous, on doit être tous égaux devant l'apprentissage, devant l'insertion. Et on peut le faire avec des moyens techniques, mais il ne faut surtout pas oublier l'aspect humain, parce que le handicap, il doit être traité de façon humaine. Quand on a dans une entreprise à accompagner des handicaps très différents, des handicaps visibles, mais beaucoup de handicaps invisibles, 80% des handicaps sont invisibles, eh bien c'est quelque chose qui doit être fait au cas par cas. Donc avoir cette approche humaine avec chaque personne qui est en situation de handicap. Mais c'est aussi sensibiliser les autres salariés qui ne sont pas handicapés justement sur ce qui est nécessaire pour l'accompagnement et que finalement, ce n'est pas toujours aussi difficile que ça à réaliser. Il est 59, il nous reste 1 minute, c'est ça ? Ouais, c'est sympa ça. Je viens de doubler le temps de restant. Dans notre table ronde, on a peut-être un peu trop scindé le côté scolaire, le côté professionnel. Alors, à l'ère où l'on parle de co-construction, de partenariat, etc., moi, j'aimerais avoir votre avis à tous les 4, chacun dans votre domaine, sur
sur la façon dont on pourrait imaginer justement des co-constructions entre des acteurs académiques, entre des acteurs technologiques, des acteurs territoriaux, des acteurs économiques, bref. Est-ce qu'on pourrait, ça existe peut-être, est-ce qu'on pourrait imaginer une co-construction au service de l'inclusion scolaire, de l'inclusion professionnelle, de l'inclusion sociale, de l'inclusion économique, bref, au service d'une société beaucoup plus inclusive? Je ne sais pas, je vais me lancer, hein, mais on a testé en fait cette année des nouvelles formes, on va dire, de partenariat. C'est tout ce qui concerne en fait les partenariats d'innovation, donc qui sont une façon de co-construire avec les entreprises et la recherche des contenus ou des ressources en fait qui répondent à des besoins qui peuvent être des besoins particuliers. Donc là, ça s'est centré sur des ressources qui utilisaient fortement l'intelligence artificielle, notamment sur le cycle 2 pour apprendre le calcul. Et le cycle 2, vous nous rappelez ce que c'est que le cycle 2? Ça doit être CP, CE1, CE2. Merci. Et donc, à partir de là, en fait, c'est finalement un lancement, une sorte d'appel à projet, un marché très particulier qui permet d'avancer avec ceux qui répondent dans à la fois une meilleure description du cahier des charges et une meilleure réponse, en fait, finalement, au cahier des charges, avec après un engagement, qui est un engagement d'achat de façon relativement massive pour diffuser, en fait, les outils. Et donc ça, c'est, à mon sens, c'est ce type d'action qui aujourd'hui est relativement bien bordé au niveau de ce que peut faire l'État, qui pourrait être lancé en fait sur des problématiques qui sont liées notamment à l'inclusion. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose parce que je suis d'origine un petit peu italienne, hein, comme le nom l'indique. Et finalement, c'est une question qui se pose beaucoup moins en Italie, puisque c'est quelque chose qui est, comment vous dire, voilà, les enfants italiens ont l'habitude de voir des enfants différents dans les classes dès le cours préparatoire. Hein, voilà, il y a 30 ans, quand j'allais dans quelques écoles à Gênes, je voyais bien que c'était déjà en place et qu'il n'y avait pas, en fait, les quelques barrières qu'il y a chez nous. Donc, je pense que c'est aussi une question de transformation de la société. Je pense qu'on tient le bon bout avec la façon dont les politiques se sont emparés de cela, parce qu'en fait, le regard qui est différent, il ne doit pas être différent dans la société. Et donc, on ne peut pas s'attaquer qu'à l'école. C'est une question, en fait, qui concerne la société tout entière. Merci beaucoup, Alexandre Poirier, pour cette prospective de co-construction entre tous les acteurs. Vous avez utilisé le mot de partenariat. En soi, ça pourrait faire l'objet d'un travail. L'inclusion, certains chercheurs la définissent d'ailleurs par ce mot-là, hein, c'est le partenariat entre des acteurs qui sont nombreux et trop isolés. Donc moi, j'ai parlé de l'école parce que c'est mon champ. Évidemment, l'école inclusive, c'est des enseignants au contact des élèves, des parents, qui sont les premiers experts des difficultés de leurs enfants et qu'on ne sollicite pas assez. Et tout un monde dont on n'a pas parlé, Laurent en a dit juste une toute petite phrase, mais qui me semblait importante, c'est le médico-social, parce qu'il y a là des niveaux d'expertise très très importants. Et donc, évidemment, l'avenir, il aide à tisser des liens et des passerelles entre ces différents secteurs-là, parce que la synergie de ces talents-là fera avancer l'école de manière significative demain, ça c'est sûr. Merci. Laurent ? Je vais prendre un exemple très concret, là en l'occurrence pour être moins général, parce que moi je suis moins du domaine général, plus du domaine des solutions. Et nous on voit par exemple dans le médico-social, on a plusieurs établissements qu'on appelle donc des ESAT, des centres, on va dire pour l'aide au travail adapté, qui réalisent en fait cette double partie, cette double compétence. Une part, grâce à l'outil numérique, permettre de créer de l'apprentissage sur des choses qu'on peut comparer à du CAP par exemple, sur des métiers comme cuisine, espace vert, par exemple, travailler en espace vert ou ce genre de choses. Et d'autre part, une fois qu'il y a ces acquisitions de compétences, continuer la professionnalisation jusqu'à arriver sur de l'entreprise adaptée à terme. Et donc tout ça en donnant l'outil qui fait la fédération entre, d'un côté, j'apprends les concepts, mais en même temps, je ne sais pas encore forcément les reproduire, puis je les reproduis dans la situation réelle. Et voilà, à la fois des beaux exemples en cuisine, dans plein d'endroits d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup. Pascal. Alors pour le lien justement entre l'académique, la société et l'entreprise, une approche territoriale est très importante.
car on sait très bien que pour faciliter l'inclusion dès le plus jeune âge, il faut qu'il y ait cette proximité. Donc ça va par exemple à des visites par exemple des entreprises pour des jeunes enfants qui viennent des écoles. On peut le pratiquer, on le pratique déjà. Mais c'est également lors des différentes étapes dans le cursus scolaire, lorsqu'il y a des stages de troisième par exemple, mais également après pendant le cursus Bac Pro, CAP ou plus sur des études supérieures, de faciliter l'accès justement des personnes en situation de handicap dans leur environnement. Donc ça veut dire qu'un maillage régional ou tout au moins de proximité est très important entre les petites entreprises, des entreprises moyennes ou des grandes entreprises, le monde académique et les personnes en situation de handicap, parce que c'est vraiment l'intégration et ça lève aussi des barrières qui sont de la proximité. Une personne qui est en situation de handicap, si elle est loin de l'endroit où elle a effectué son stage, ça peut parfois être un frein. Donc cette proximité aussi va permettre aux personnes en situation de handicap d'avoir accès plus facilement, dès le plus jeune âge, justement à des structures de proximité territoriale. Ça, c'est quelque chose que l'on peut commencer à développer et je pense que c'est un schéma directeur qui est important à développer pour aussi inclure encore plus dans la société. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Claudio Simelli, donc Laurent Pipitone, merci beaucoup. Alexandre Boyer, il faut qu'on continue à échanger. Et Pascal, merci beaucoup pour ces prospectives. Et j'espère qu'aujourd'hui, on a un peu pensé demain. Merci beaucoup pour cette occasion donnée. Merci.